Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Et merci d'être en studio avec nous à 16 jours donc du premier tour de ces élections législatives. Nous allons vous poser des questions avec Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique à France Info, et avec nos téléspectateurs qui vous interpellent. Je rappelle le chemin. Vous flashez le QR code qui est en haut à droite de votre écran avec l'appareil photo de votre téléphone et votre question apparaîtra ici. Nous la soumettrons à notre invité. Tiens, je vais commencer par celle d'Hubert que j'avais pas vue avant mais qui est déjà apparue. Hubert qui vous demande: la nouvelle NUPES c'est-elle que la dette de la France représente 40 000 € par Français? Ouais, enfin c'est totalement faux, c'est pas grave. Donc je vais expliquer pourquoi. Hubert a raison, comme on n'arrête pas de le dire. Vous savez que la dette aujourd'hui globale annoncée, ça serait 3 000 milliards, mais sauf qu'il faut le regarder sur 8 ans de remboursement. Et donc, en réalité, ce que coûte la dette française, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette, ce qu'on paye comme taux d'intérêt chaque année, qui est aujourd'hui à peu près d'1,9% du PIB, qui va monter dans les pires des scénarios à 2,7. Moi, j'assume de dire que la France a les moyens de payer cette dette. D'ailleurs, la preuve, c'est que les marchés financiers s'y trompent pas. Ils demandent sans arrêt à rembourser la France, enfin du moins à emprunter, à prêter à la France, excusez-moi. Donc, ça montre que la France est loin d'être en faillite. Par contre, si on veut réduire les déficits, mais si on veut surtout essayer d'avoir des recettes pour, par exemple, la transition écologique et autres, eh bien, il faut suivre ce que dit Emmanuel Macron pour l'an dernier. L'an dernier, il explique que le problème de la France, c'est pas les dépenses publiques, c'est parce qu'on a baissé les recettes. Il a baissé les recettes de 60 milliards d'euros. Donc nous, on propose de réaugmenter des recettes en allant notamment taxer les plus riches. Une question sans malice. Vous êtes l'ancien président de la Commission des finances. Donc vous dites, la France est tout à fait capable de rembourser 3 000 milliards de dettes, ce qui est effectivement un record pour la France. En fait, elle un record jamais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Presque européen. Mais vous le savez, aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent face à ce que vous avez présenté tout à l'heure, le Front populaire, les mesures de Front populaire ont présenté, et ce que présente le Rassemblement national. Les marchés s'inquiètent. Tout à l'heure, sur notre antenne, un économiste disait, mais on va pas attendre, les marchés vont pas attendre le deuxième tour. Il va y avoir une crise dès la semaine prochaine. Les marchés s'inquiètent parce que ils ont peur de l'instabilité et ils pensent que Emmanuel Macron, en décidant la dissolution, a provoqué de la stabilité. Donc, jusqu'à ce que la situation se restabilise avec une majorité, ils vont être inquiets. Mais si je regarde économiquement, de manière macroéconomique les choses, ce n'est pas vrai. Les marchés aujourd'hui continuent à prêter au pays. Ils prêtent même à un taux d'intérêt qui est inférieur à l'inflation, figurez-vous. Donc, arrêtons de faire peur. Arrêtons de laisser penser. Quand vous dites, par exemple, il y a 3 000 milliards de dettes, c'est comme si demain vous achetez une maison et on vous raconte que vos dettes, elles sont pas sur un an de remboursement de cette maison, mais sur, par exemple, un crédit de 30 ans. Et là, on vous dit, sur un an, vous avez 30 ans de crédit. Vous voyez bien que c'est absurde. Donc, regardons les choses concrètement. Moi, je ne sacralise pas la dette. Je dis pas qu'il faut faire de la dette pour la dette. Ça dépend à quoi ça sert, la dette. La dette, ça sert par exemple à des investissements en matière de transition écologique, à construire des écoles, à réparer nos hôpitaux qui en ont besoin. C'est une bonne chose. Quand ça sert à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et notamment qui partent en dividendes, là, c'est une plus mauvaise chose. Donc moi, je veux bien regarder à baisser, si vous voulez, les dépenses fiscales, à faire en sorte d'avoir plus de recettes. La dette pourrait, comme ça, se réduire. Mais arrêtons de faire peur. Vous savez pourquoi on fait peur avec la dette? On fait peur avec la dette parce que ça permet de dire sans arrêt, il faut baisser les dépenses publiques, il faut sabrer, il faut attaquer les retraites, il faut attaquer les chômeurs, etc. C'est un prétexte idéologique. Et du coup, Éric Coquerel, qui en plus nous emmène dans le mur. Mais du coup, Éric Coquerel, ce qui a été annoncé aujourd'hui, ce serait financé par de la dette et de l'impôt. Enfin, simplement, sur la question du nouveau Front populaire, la question qui revient le plus, et je vais en prendre quelques-unes. Par exemple, Yves, à combien le programme du Front populaire a-t-il été chiffré? Comment et où chercher les milliards nécessaires? Mamina qui vous demande: la contribution des plus riches sera-t-elle suffisante pour financer vos belles promesses? Frédéric qui écrit: pour financer les mesures du Front populaire, pourquoi n'évoque-t-on jamais les mesures fiscales potentielles? Bien sûr, va-t-il falloir augmenter les impôts? Mais ça peut. Voilà. Plus rarement, c'est bien aujourd'hui vous m'invitez, on est rarement invité pour parler de économie et des budgets parce qu'on fait des contre-budgets chaque année, soit la France insoumise, soit souvent on les a fait avec la NUPES ensemble. Bon. Et quand, par exemple, vous dites que vous voulez taxer les superdividendes, on a chiffré, on sait que ça rapporte 15 milliards d'euros. Quand vous dites, par exemple, que vous voulez créer un ISF climatique, on sait également que ça rapporte à peu près autant. À partir de quel patrimoine, par exemple? L'ISF que vous voulez rétablir, à partir de quel patrimoine? On va le rétablir à peu près sur les mêmes critères qu'il était précédemment, d'accord, avec les mêmes tranches. On va le faire progressif pour qu'il soit plus juste, mais par contre, on va rajouter justement un surcoût
en termes climatiques, c'est-à-dire en gros pour ceux qui polluent beaucoup, qui pourraient se voir assujettir à plus d'impôts. Donc les calculs ont été faits. Les calculs d'un mot, parce que ça intéresse. D'un mot, les droits de succession, aujourd'hui, en réalité, on fait peur avec les droits de succession, alors que vous savez que la plupart des Français ne sont pas touchés par les héritages. Malheureusement, ils n'ont pas d'héritage. Donc nous, on propose de faire en sorte de revenir à une taxation un peu plus importante de l'héritage. Ça rapporterait, d'après nos calculs, c'est pas les calculs du chiffrage du programme, parce que ça, laissez-nous quelques jours, vu la vitesse avec laquelle les choses se font, mais on a quand même des contre-budgets qui nous permettent. On pense que ça rapporte 17 milliards. Mais je voudrais revenir, excusez-moi, avant de faire un bac avec vous sur le chiffrage point par point, je voudrais revenir globalement sur... Non, mais ça intéresse tous les Français, c'est pas un bac, c'est les questions posées, le monde. Mais je vais ouais. Laissez-moi revenir sur le principe. Bon. La politique aujourd'hui suivie par le gouvernement et Monsieur le maire depuis des années, c'est de nous dire que pour favoriser les emplois, pour favoriser l'investissement, il faut favoriser les capitaux. Je ne caricature pas, c'est sa phrase, c'est la politique de compétitivité. On attire des capitaux et pour ça, on baisse la fiscalité des capitaux. Ça nous coûte de l'argent, environ 60 milliards de recettes en moins. Alors pas tous vers les capitaux, mais il y en a une bonne part qui ont été quand même vers les plus riches. Et on espère ça. Il n'y a pas une étude, y compris quand c'est par exemple France Stratégie qui est... le groupe d'études qui travaille pour Matignon, qui est capable de prouver que ça crée de l'emploi. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'à partir du moment où vous favorisez les capitaux, c'est assez simple. La plus-value, elle se partage entre le travail et le capital. Donc vous favorisez exagérément les capitaux, qui en plus se recyclent en dividendes, qui ne sert absolument pas à l'intérêt général. On prend sur le travail. Nous, on pense qu'il faut repartager les richesses du côté des salaires, du côté de la création d'emplois. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que quand des gens travaillent, il y a plus de gens qui travaillent, quand vous gagnez des salaires supérieurs avec les cotisations inhérentes, ce qu'on appelle le salaire socialisé, vous avez des rentrées fiscales et de cotisations. Vous avez un cercle vertueux. Et ce que je vous dis est tellement vrai qu'en 2022, quand il y a eu l'année du rebond du Covid et que du coup la France s'est remise à travailler de manière plus importante, le gouvernement s'est réjoui en disant mais comment ça se fait, cette année est exceptionnelle, on a beaucoup d'entrées fiscales et de cotisations. Tout simplement parce que le travail produit ces cotisations. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pour répondre aux grands défis des besoins des Français en matière de santé, d'éducation et en matière surtout de transition écologique, parce que là, pour l'instant, les libéraux sont de ce point de vue-là dans l'impasse, ils sont incapables de produire ce qui serait nécessaire. Oui, au nom de l'intérêt général, on partage là aussi, on fait en sorte d'avoir une grande réforme fiscale, on arrête de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, et nous pensons, on a fait des calculs. En gros, on pense que tout ça peut, sur une année, c'est pas le budget, là j'ai pas le chiffrage du budget exact, mais je vous donne le chiffrage que nous avions fait, France Insoumise. On avait à peu près 150 milliards de dépenses et nous sommes capables d'aller chercher 150 milliards de recettes. Donc que les gens se rassurent, notre pays n'a jamais été aussi riche. Le problème, c'est que depuis une trentaine d'années, les richesses migrent de plus en plus vers du capital et un capital qui ne sert à rien. On propose de faire le chemin inverse. Éric Coquerel, il y a eu aujourd'hui de très belles promesses de pouvoir d'achat. Je pense au SMIC, je pense à l'école gratuite complètement, dans les choses qui ont été annoncées et dont on a parlé ici. Sur l'inflation. Ce que veulent savoir, je pense, nombre de nos téléspectateurs ce soir, c'est ce qu'ils vont gagner en pouvoir d'achat et ce qu'ils vont le perdre en impôts. À partir de combien on est riche, puisqu'il s'agit de faire payer les plus riches. Mais ils le perdent, non. Alors, ce que nous proposons, par exemple, sur l'impôt sur les revenus, c'est 14 tranches. D'accord ? Ce qui permettra à peu près, on a fait les calculs il y a 2 ans, c'est à peu près la même chose, aux gens qui sont en dessous de 4 000 €, ils gagneront de l'argent par rapport à aujourd'hui. Par contre, les gens qui sont au-dessus de 4 000 €, ils en perdront. Et notamment, on perdront, vous savez, une catégorie de Français qui sont les 75 milliardaires français. Vous savez, c'est une étude de l'Institut des politiques publiques qui a été faite avec Bercy, donc c'est pas contesté, qui avait constaté que, vous savez combien ces gens-là payent d'impôts sur le revenu ? Dites-moi. Non, je sais pas. Pardon. Moins de 2%. J'allais vous demander. Moins de 2%, je vous annonce. Ça coûte 18 milliards d'euros à l'État. Donc là, effectivement, on va rendre ça plus juste. Donc, je rassure les Français. 4 000 € par personne par foyer fiscal. Par personne par foyer fiscal. 4 000 € par personne. C'est par personne. En dessous de ça, les gens ne perdront pas d'argent. Par contre, oui, les gens qui aujourd'hui gagnent exagérément de l'argent et mettent en plus en péril notre promesse républicaine qui est quand même basée sur l'idée d'égalité, ils paieront plus d'impôts demain. Éric Coquerel, c'est intéressant ce que vous nous dites. On l'a entendu, 150 milliards de dépenses, 150 milliards de recettes nouvelles. Encore une fois, ça c'est le budget, ce que nous avions fait en tant que France Insoumise. Absolument, mais bon, faut ajuster. La France est un pays européen, et vous le savez, il y a des règles au niveau européen. Il y a les marchés financiers qui s'inquiètent, et puis au niveau européen, il y a ceux qui disent « Attendez, on a un programme de stabilité. Est-ce que si le Front populaire arrive au pouvoir, vous allez réduire le déficit budgétaire
ou vous allez remettre en cause un traité européen qui s'appelle le pacte de stabilité. Déjà, constatons aujourd'hui que la France ne va pas réduire le déficit budgétaire. Vous savez que les chiffres qui ont été annoncés par Bruno Le Maire sur son programme, sur sa loi de finances jusqu'en 2027, le Haut Conseil des finances publiques a dit que c'était absolument pas crédible, c'est-à-dire 2,7% de déficit en 2027. C'est vrai, mais donc vous, en réalité, je vous réponds déjà, en réalité, ils ne respectent pas leur propre traité. Tout simplement parce que je pense qu'ils sont dans une difficulté aujourd'hui. Mais vous, c'est une préoccupation, ce déficit budgétaire ? Nous pensons, c'est pas l'essentiel, vous avez compris. Nous, par exemple, moi, je vais vous répondre. Aujourd'hui, la dette qu'on peut pas léguer à nos enfants, c'est la dette écologique. Parce que celle-là, on peut en mourir tous. Donc, au nom de ça, par rapport à une dette financière que vous pouvez étaler dans le temps, que d'ailleurs on pourrait en partie, c'est pas ce que propose le programme. Moi, c'est ce que je pense. Pour la dette Covid, qui était une dette particulière parce qu'elle appartient aux banques centrales et pas au marché, on pourrait en partie, par exemple... D'un mot, vous dites à l'Europe, écoutez... non, je dis à l'Europe que, comme vient de le faire le gouvernement français, ça ne doit pas être notre préoccupation essentielle, les 3%. Le gouvernement, en réalité, ne les respecte pas. Mais je vais vous dire, en plus, ce que je crois, c'est que si on met en place la politique, en gros, c'est une politique de la demande, basée sur la question d'une relance par la bifurcation écologique qui va créer des emplois parce que on va favoriser le rail, on va favoriser la rénovation, on va mettre beaucoup d'argent dans les énergies soutenables, donc ça crée de l'emploi, construire des écoles, créer de l'emploi, construire des hôpitaux, créer de l'emploi, fait vivre le secteur du bâtiment. Eh bien, moi, je pense qu'en réalité, avec toutes les entrées de cotisation, vous verrez que je vous donne rendez-vous et dans 5 ans, le déficit n'aura pas augmenté. C'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, atteindre les deux. Simplement, il faut inverser les choses, gouverner selon les besoins et favoriser les revenus du travail. 5 jours après le scrutin des européennes, vous êtes parvenu à un accord entre plusieurs forces de gauche, le nouveau Front populaire. Et dans ce contrat de législature, il y a un point qui était particulièrement scruté, vous le savez, Éric Coquerel, c'est la question du Proche-Orient. Alors je reprends quelques éléments, je les cite tels qu'ils sont écrits, je vois que vous y retournez aussi pour être sûr. Oui, parce que c'est pas moi qui les négocie. Ça a été négocié, donc vous l'êtes sûr. J'ai regardé. Je lis, rompre avec le soutien coupable du gouvernement français au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou, infliger des sanctions contre ce gouvernement, demander la suspension de l'accord d'association UE-Israël conditionné au respect des droits humains, mais la phrase qui était très attendue, agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres terroristes du Hamas dont nous rejetons le projet théocratique et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. C'est si dur de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Non, attendez, c'est pas organisation terroriste, c'est les massacres terroristes. C'est pour ça que je vous demande, il faut tout faire pour battre le RN, Éric Coquerel, mais pas jusqu'à céder ça. Je vous explique, il fallait faire des compromis, chacun, d'accord ? Là où il fallait pas faire de compromis, c'est sur l'objectif. Et moi, l'objectif me va. C'est-à-dire que nous mettons, nous disons que si demain nous gouvernons le pays, nous mettrons des actes en face de nos paroles pour arrêter pour imposer le cessez-le-feu, arrêter le génocide, le mouillet, pour faire en sorte d'aller vers une solution de paix avec la reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine et évidemment le maintien de la reconnaissance de l'État d'Israël. Nous, on veut sur des États. Moi, je pense que c'était ça qui était essentiel parce que ça nous permet de gouverner. Alors, on n'a pas la même caractérisation pour des raisons qui sont des raisons dans quel conflit on est. J'allais dire que c'était plus presque nécessaire avant. Nous, on parlait de crimes de guerre parce que nous pensons de la part du Hamas, tout comme il y a des crimes de guerre aujourd'hui de la part de M. Netanyahou, les deux d'ailleurs sont mis en question par la Cour de justice internationale, parce que nous pensons que nous sommes dans une guerre coloniale qui n'excuse pas tout de la part des gens qui le subissent. Je lis pour nos téléspectateurs parce que c'était dévoilé à midi. Voilà. Il y a une équivalence qui est assumée dans ce programme, soutenu à la Cour pénale internationale dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement Netanyahou. Mais encore une fois, et donc, je termine pour l'explication pour que ça soit terroriste, mais vous ne dites pas organisation terroriste. Oui, parce que si on repart dans ces cas-là sur l'explication, le fond idéologique qu'a voulu imposer Netanyahou nous laissait penser qu'on était en réalité dans une guerre dans laquelle il représentait les intérêts de ce qu'il appelle le monde judéo-chrétien, qui est un terme tout à fait d'extrême droite, contre finalement les arabo-musulmans. C'est ça qui est le fond de la chose. Et pour nous, c'est pas ça dont il est question. On n'est pas dans une guerre contre Daesh dans ce qui se passe. On est dans une guerre coloniale dans laquelle on n'excuse pas les massacres qu'ont commis le Hamas. On parle de crimes de guerre. Crimes de guerre, c'est pas anodin. Mais d'un autre côté, ce qu'on observe, c'est que depuis, il y a eu 40 000 morts et que M. Netanyahou veut rayer les Palestiniens de la carte à Gaza. Et ce texte l'entérine. Donc moi, ça me va. S'il fallait mettre le mot massacre terroriste pour permettre de l'avoir, il n'y a pas de problème. Pour moi, massacre terroriste, je vais vous dire, dans les faits, c'est pas moindre que mais vous savez que vous êtes guetté là-dessus. De guerre permet en plus, c'est ce qu'on a été, d'être recherché. Mais vous savez que vous êtes guetté là-dessus particulièrement. Je l'invente pas. Romain vous demande encore le Hamas pour la Nupes, est-elle une organisation terroriste oui ou non? C'est pas la Nupes. On parle de massacre terroriste populaire. Non, mais d'un mot, ça veut dire que le reste de la gauche, quand même, on va dire le PS,
les écologistes qui sont très en pointe également. Non, il n'y a pas eu de question. Le Parti communiste. Non, il n'y a pas eu de débat avec les écologistes. Eux ont fait un compromis sur le fait de désigner le Hamas seulement comme un mouvement théocratique et pas comme un mouvement terroriste, pour reprendre. Non, c'est pas vrai. Vous prêtez des choses, par exemple, à Europe Écologie, qui est dans toutes les manifestations avec nous et avec une bonne part en réalité du Parti communiste, qui n'est pas ce qu'ils disent. Voilà, ils ne disent pas que nous assisterions aujourd'hui en réalité à une guerre de religion. Parce que dans ce que vous dites, ce qui déterminerait d'abord le Hamas, qui a des fondements islamistes sans conteste, mais qui déterminerait que dans cette guerre, avant tout, on le définit par la question théocratique, c'est rentrer dans le jeu de M. Netanyahou. Non, excusez-moi, c'est comme ça qu'il est désigné dans l'accord du Front populaire. Et la question que je vous posais, c'était pas, il n'est pas désigné comme un mouvement terroriste. Il est désigné comme ayant un projet théocratique. Ça, c'est vrai. Voilà. Vrai. Mais aujourd'hui, dans les faits, dans ce qui nous importe, d'accord. Et d'ailleurs, je remarque que si vous voulez, dans les 40 000 morts, vous avez très peu de combattants du Hamas et qu'on voit bien que la guerre menée par M. Netanyahou est contre le peuple palestinien et non pas spécifiquement contre une organisation que par ailleurs les Israéliens, ou en tout cas certains gouvernements, ont largement fait monter vis-à-vis de l'OLP, c'est largement documenté. Donc la question aujourd'hui de ce conflit, c'est que ce n'est pas une guerre qui opposerait Israël du côté du bien contre un peuple qui serait du côté du mal parce qu'il aurait un projet théocratique. C'est une guerre coloniale. Et c'est important de se dire ça, non pas simplement pour une question morale, c'est pour la solution au conflit. Parce que la solution au conflit, c'est ce que nous avons dit, passe le droit international. Le texte le reconnaît. Il faut arrêter les colonisations en Cisjordanie. Il faut arrêter la guerre à Gaza et faire en sorte que les troupes israéliennes se retirent. Là, c'est les conditions pour un retour à la paix. Et je vais vous dire une chose, c'est dans l'intérêt aussi des Israéliens. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, de manière normale, quand, d'une manière ou d'une autre, votre gouvernement procède à ce que le Cour de justice internationale appelle un risque de génocide. Et tout ça est dans le texte. Tout ça nous permet de gouverner ensemble. Moi, je trouve que entre guillemets, c'est un compromis par le haut. Jordan Bardella et le Rassemblement national ont réussi à unir la gauche de François Hollande jusqu'à monsieur Philippe Poutou. Faut le saluer là-dessus, cette union de la gauche qui peut paraître incongrue pour beaucoup d'observateurs. Ouais, vous savez pourquoi il y a ça? Pourquoi ce Front populaire, ce nouveau Front populaire est né? Parce que on est dans un pays où quand il y a un risque d'extrême droite, la gauche sait réagir, même quand on s'y attend le moins. Vous savez, 6 février 34, il y a un risque de coup d'État fasciste à Paris. Il y a 2 manifestations socialistes et communistes qui manifestent séparées, quelques jours après. Quelques jours avant, leurs dirigeants se traitaient des noms d'oiseaux. Comment ça finit? Le cortège se rassemble. Et en quelques semaines, on a le Front populaire sur un programme de rupture. C'est ce qui est en train de se passer. Moi, je suis heureux que nous prouvions que nous n'avons pas la gauche la plus bête du monde, parce que par contre, nous avons le président de la République le plus irresponsable, et c'est nous qui relevons gants pour battre l'extrême droite et empêcher qu'elle gagne dans ce pays par les urnes. Ça vous explique pourquoi, finalement, on a un rassemblement qui va de Philippe Poutou au Parti socialiste, et moi, je m'en satisfais. À François Hollande. Sur un programme de rupture. Jusqu'à François Hollande. Mais c'est très intéressant, parce que le programme... Je suis très, très satisfait, parce que le programme n'est pas du tout là où il a amené la gauche pendant des années, qui nous a amené Macron. Mais il peut changer, il n'y a pas de souci. En cas de second tour RN Renaissance ou LR Anti-Ciotti, vous appelez sans ambiguïté à voter pour le candidat qui est face au Rassemblement national, Éric Coquerel? Ça, c'est en discussion, parce que vous voyez bien que c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Parce que moi, il y a quelque temps, vous m'auriez posé cette question il y a, par exemple, 5 ans, d'accord, ou même 2 ans. Il y a 2 ans, je vous rappelle que, contrairement aux macronistes, nous avons appelé à battre partout, pas une voix pour le Rassemblement national. Le camp de M. Macron n'a pas... Pourquoi c'est compliqué, là? Pourquoi? Parce que regardez ce que fait M. Ciotti. Où situe-t-il? Comment ça se passe? Il y a certains personnages... Je parlais pas des ciotistes, si on peut les appeler ainsi. Mais en cas de second tour, RN Renaissance ou LR Anti-Ciotti. Le petit problème, c'est que comme nous avons eu une majorité macroniste qui s'est ingénié à recycler une partie du Rassemblement national et qui, du coup, l'a banalisé, y compris jusqu'à aller faire passer à l'Assemblée nationale, heureusement qu'il y a eu le Conseil constitutionnel pour s'y opposer, la préférence nationale, qui est le cœur raciste du programme. Vous voyez bien que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, vous êtes pas sûr de... Je pense que ça sera des discussions. Et en tous les cas, on va peut-être aussi attendre ce qu'ils disent. Parce que, je vous l'ai dit, il y a 2 ans, ils ne l'ont pas fait. Il y a 2 ans, ils n'ont pas été capables de dire, quand c'était des candidats France Insoumise, pas une voix pour le Rassemblement national. Donc, demandez-leur la question. On l'a posé à Clément Beaune tout à l'heure. Qui a été, lui, très clair. Qui, lui, a été très clair. Il votera, effectivement, Front populaire, même un candidat LFI Front populaire, face au RN. Clément Beaune ne fait pas partie... de la majorité. Mais pour vous, c'est pas un automatisme. Vous rappelez que Clément Beaune a eu certaines réactions dans la loi immigration, et il ne fait pas forcément partie de ceux qui ont été les plus en allant
pour prendre une partie du Rassemblement national c'est clair, et le mettre en place. La question de David Béliard, Mathieu Béliard, je suis pas élu. C'est que c'est pas tout sauf le Rassemblement national. Pour vous, c'est pas tout sauf le Rassemblement. Si on part comme ça, on gagne pas. La seule façon de battre le Rassemblement national, c'est de dire que la solution, c'est que une gauche de rupture, une gauche qui propose de renverser le système tel qu'il est aujourd'hui, a un programme de gouvernement et entend le battre. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Si on commence à laisser penser qu'on est, sur une faiblesse qui fait qu'on serait d'accord pour n'importe quel candidat face au RN, même ceux qui ont soutenu cette loi immigration qui est une loi de racisme que nous abrogerons, je suis pas sûr que ça soit une bonne manière de rentrer en campagne. On verra le temps voulu et on verra sur ce que disent les macronistes. Mais par contre, derrière cette question, je vous dis, mais alors là, tout le monde a répondu, parce que j'entendais tout à l'heure Clément Beaune laisser penser qu'il y avait encore une illusion de bloc central avec les socialistes et les écologistes. Tout le monde a répondu là-dessus. Il n'est pas question, demain, d'aider M. Macron à refaire une majorité. Il est ultra minoritaire, il va perdre ses élections. Donc, l'idée, c'est que c'est soit le Front populaire, soit le Rassemblement national. Voilà où nous en sommes. Peu de temps, Éric Coquerel. Quelques questions d'abord sur les questions de personnalité pour mener ce nouveau Front populaire. Vous savez que c'est une question qui va se poser dans les jours qui viennent, évidemment. Écoutez ce que disait Raphaël Glucksmann ce matin sur France Inter. La vérité, c'est que à la fin, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut une personne qui fasse consensus au sein des formations qui sont là. Et quand vous regardez la répartition, eh bien, il n'y a pas de domination écrasante de l'AFI, comme ça avait été le cas pendant la NUPES. Donc en fait, la vérité, c'est qu'il émergera une figure qui pourra rassembler même au-delà du Front populaire. Vous aviez parlé de Laurent Berger. Moi, j'ai parlé de cette figure-là parce que je pense aussi que les politiques ont échoué et qu'à un moment, il faut une figure apaisante. Alors, Rabat vous demande, serez-vous futur Premier ministre? Alexis vous demande, pensez-vous que Clémentine Autain, je l'ai supprimé par erreur, pardonnez-moi, ou François Ruffin serait de bons Premiers ministres de mémoire? Pardonnez-moi d'avoir supprimé la question par erreur. J'ai aussi Michel qui nous dit, pourquoi ne pas annoncer de façon claire et définitive que Jean-Luc Mélenchon ne sera plus dans la lumière? Vous gagneriez une voix, vous dit Michel. C'est sympa la question de Rabat. Je ne me suis pas posé, mais on est plusieurs pour être Premier ministre. À France Insoumise, au Parti Socialiste. On l'a vu cette semaine. Ouais. Non, mais sérieusement, on est plusieurs qui avons les compétences, qui avons à un moment donné, par exemple, mené une commission des finances, qui nécessite d'unifier tout le monde. La vraie question, c'est est-ce qu'on se débarrasse de Mélenchon chez vous? Non, pas du tout. La vraie question, c'est que je pense que là encore, laissons le temps au temps. Voilà. Si on rentre dans ce moment-là, personnalise, on voit bien que on met un sujet qui n'est pas assez mûr. Je pense qu'il faut laisser passer la campagne. Il faut laisser la campagne se mener. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a dit une chose juste. Bon, la formation qui sera en tête, traditionnellement à l'intérieur de cette alliance, elle a vocation. Je pense qu'il faut attendre le second tour. Elle a la vocation. La formation en tête. Et pour l'instant, juste parce que c'est intéressant pour les électeurs. Oui, je pense. Ça sera la formation en tête. C'est toujours passé. Et ça sera collectif, comme l'a demandé Olivier Faure. Tous les groupes parlementaires du Front populaire. En tous les cas, pour l'instant, il faut que ça soit collectif. Pour l'instant, il faut qu'on forme un pacte, ça c'est sûr. Je vous ai dit, il y a plusieurs personnages qui peuvent répondre à ce rôle, mais c'est une question politique. Donc on va voir où est le centre de gravité de cette alliance, et je crois que nous aurons intérêt à prendre, à mon avis ça se passera comme ça, donc la formation qui sera la plus importante, et à partir de là, on verra. Jean-Luc a dit qu'il en était capable, ce qui est la réalité. François Ruffin l'a dit aussi. Je crois que il y a des noms qui se disent du côté socialiste. Clémentine Autain l'a dit aussi. Voilà, Clémentine aussi. Voilà, il peut y avoir des femmes. Vous pourriez être ministre de l'économie et des finances. Vous êtes l'ancien président d'être Premier ministre. Oui, mais moi, excusez-moi, je suis un peu plus modeste pour vous. C'est une grande soirée ce soir pour moi. Moi, je vais vous dire, j'ai envie qu'on gagne. Qu'on empêche l'extrême de gagner et qu'on ouvre une page d'espoir dans ce pays. Et je prendrai quelque part la tâche qu'on estimera nécessaire. Éric Coquerel, une dernière question. Adrien Quatennens devrait être candidat dans la première circonscription du Nord. Est-ce que la France Insoumise va l'investir? Aux dernières nouvelles, je crois que nous investissons nos sortants vis-à-vis d'Adrien. En fait, vous le savez très bien, les questions ont été décidées, tranchées dans France Insoumise quand il y a eu une sanction qui a été prise à son encontre, mais qui n'a pas été de l'exclure du groupe. Plusieurs voix féministes se sont élevées contre ce choix. C'était pas l'occasion justement de tirer un trait sur cette histoire. Je sais bien, mais je vous explique ce qui a décidé le groupe, et notamment au nom du fait que quelqu'un a droit de se réhabiliter, quelles que soient les choses, et en lui demandant des preuves de quelque part de sa volonté de se réhabiliter. Voilà, c'est la décision de France Insoumise. JLC, moi je pense que vous la voyez la question. Comment votre parti peut-il investir de nouveau Adrien Quatennens? C'est une honte. Peut-être parce que notre parti, c'est ce que notre groupe a décidé,
considère qu'il n'y a jamais de choses irrémédiables. Et c'est notre logique d'ailleurs que nous appliquons absolument à tous les délits ou les crimes. Nous pensons que quelqu'un peut toujours à un moment donné revenir, se réhabiliter, que c'est ça qui fait sens d'une manière progressiste. Et c'est ce que la mesure qui a été prise vis-à-vis d'Adrien. Et moi, je suis membre de France Insoumise, donc je soutiens ce que France Insoumise décide. Éric Coquerel, merci beaucoup.